Rebonjour à tous. On va continuer sur cette deuxième partie de la journée et sur le thème, on va pouvoir mettre le diaporama peut-être. C'est nous ? C'est nous, ok. Et on va enchaîner sur le thème des bonnes pratiques de prescription de dispositifs médicaux en sortie d'hospitalisation. Sur cette thématique, nous avons le plaisir de pouvoir faire intervenir le CHU de Poitiers sur leur retour d'expérience sur la mise en œuvre de la charte LPP, mais aussi sur le parcours du patient en sortie. Et tous ces projets ont été menés en lien très étroit avec l'assurance maladie. Et donc Florence Martin va nous introduire cette session. Merci beaucoup. Donc, rebonjour. Ok. Donc moi, je vais vous présenter quelques éléments de contexte et les enjeux de la charte LPP. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une charte LPP ? C'est une charte de bonne pratique des prestataires de services et des distributeurs de matériel à domicile au sein des établissements de santé. C'est une charte tripartite, elle est signée donc entre l'établissement, le prestataire et l'assurance maladie avec des engagements respectifs. Et on peut vous proposer une charte type qui sera adaptée en fonction des besoins de votre établissement. Alors, les objectifs de la charte LPP, elle permet à la fois de réguler l'intervention des prestataires de services et de distributeurs de matériel, de favoriser la pertinence et la qualité des prescriptions, et surtout de garantir le libre choix du patient. Au niveau des enjeux économiques, donc là, on vous présente l'évolution des prescriptions hospitalières exécutées en ville en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on voit que le montant remboursé est en constante augmentation pour atteindre un peu plus de 284 millions d'euros en 2024. Au niveau des postes, du coup, de dépenses, donc on vous a mis les grands postes. Le premier étant le suivi du diabète, suivi de près par l'appareil respiratoire, puis le maintien à domicile. Alors à l'intérieur du maintien à domicile, vous avez les perfusions, et puis l'appareil digestif et de l'abdomen, le grand appareillage et la dermatologie. Et dans la dermatologie, vous avez tout ce qui est pansement. L'enjeu environnemental, maintenant, l'optimisation des prescriptions, elle va s'inscrire dans une démarche de transition écologique. Et on en a déjà parlé aujourd'hui, elle va permettre de lutter contre le gaspillage qui a des impacts négatifs, que ce soit sur l'environnement et également sur les dépenses de santé. Alors maintenant, quelques enjeux sur la qualité de la prise en charge, mais qui seront beaucoup plus détaillés par la suite par le CHU de Poitiers. En fait, au sein de vos établissements, le déploiement de la charte LPP peut être un levier, d'abord pour garantir le libre choix du patient, ensuite pour favoriser la pertinence des prescriptions et la cohérence entre les quantités prescrites et le strict besoin du patient, et puis pour mettre à disposition des prescripteurs des modèles d'ordonnance qui ont été validés par les instances et favoriser ainsi leur utilisation. Alors l'assurance maladie, depuis peut-être, je ne sais pas combien d'années, 2-3 ans peut-être, 2 ans, 3 ans, vous met à disposition un outil dynamique d'exploration des prescriptions hospitalières exécutées en ville. Cet outil, vous pouvez bien sûr en disposer en contactant votre CEPAM ou votre interlocuteur assurance maladie habituel pour être accompagné à l'utilisation de cet outil. Et les outils sont mis à disposition sur votre espace Immedit. Donc, on en a reparlé ce matin, mais petit rappel, vous avez tous les établissements de santé sanitaire ont un accès à l'espace Immedit. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour demander un nouvel accès. On répond normalement très rapidement sur les demandes de nouveaux codes. Très rapidement, voilà, ça a été confirmé. C'est un accès, alors la plateforme, effectivement, c'est un hébergeur agréé de santé, donc on a des authentifications fortes et faibles, mais en authentification faible, vous avez accès à la plateforme Immedit et aux documents. Notamment cet outil dynamique d'exploration. Et pourquoi on vous le remonte ? Parce qu'en fait, c'est un outil qui paraît être un simple fichier Excel, mais en activant les macros, on se rend compte qu'on peut naviguer à l'intérieur de l'arborescence de la LPP pour votre établissement.
Donc avec les niveaux, là, LPP, puisqu'on est sur le sujet, mais effectivement médicaments et également rétrocession, vous avez tout le découpage par niveau LPP, 1, 2, 3, 4, et l'analyse en volume, en montant et en nombre de patients. Pour la suite, voilà, on va inviter Madame Huchet et Madame Neveu et Madame Christine Collard, pharmacienne au CHU de Poitiers, est présente, mais en visio pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je me présente juste, Émilie Huchet. Donc, je suis directrice sur le CHU de Poitiers, directrice en charge notamment des finances, mais aussi des parcours patients. Et donc, à ce double titre, je suis souvent en travaux conjoints avec l'assurance maladie, puisque le CHU de Poitiers, c'est le seul établissement public sur la Vienne. Donc, on est les principaux prescripteurs, on va dire, que ce soit en ville, enfin du moins pour la sortie de nos patients et donc les prescriptions de ville. Et donc on est amené très régulièrement à échanger et à partager avec la CEPAM sur les différents sujets qui nous lient. Alors sur l'inscription en effet de la charte LPP au sein du CHU, on a souhaité avec Madame Collard et Madame Neveu, donc qui m'accompagnent, vous faire un retour d'expérience, plutôt juste un peu un guide pratique en gros sur comment s'est mis en place cette charte LPP, comment on l'a travaillé avec les prestataires qui interviennent au CHU. On vous fera un retour aussi de ce que les cadres, notamment des services, nous font remonter sur les interventions de ces prestataires qui sont nombreux, qui interviennent régulièrement, très régulièrement, qui sont très présents dans nos services et qui voilà, organisent aussi cette préparation à la sortie. Donc l'idée de rappeler aussi pour nous, notamment sur ces interventions dans les services, qui peuvent avoir des retours positifs, mais aussi négatifs. Voilà, on a considéré que c'était important de faire cet état des lieux qui, pour nous, constitue aussi une brique sur, on va dire, le bon fonctionnement de cette charte, puisque en soi, vous le verrez, faire une charte, c'est pas si compliqué que ça en termes de réalisation. Maintenant, sur sa mise en œuvre et son suivi, ça implique beaucoup de suivi. Donc sur la démarche, déjà, avant même de constituer la charte LPP, reprendre ses enjeux et expliquer auprès des instances quels sont les objectifs de cette charte et pourquoi est-ce qu'on est amené à mettre en place cette charte. Donc dans un premier temps, pour nous, ça a été une démarche très opérationnelle, en directoire, en commission médicale d'établissement et en CIRMT avec donc toutes les équipes pour rappeler les objectifs de la charte. Donc elles ont été notamment rappelées par Madame Martin, mais pourquoi une charte de bonne pratique, les objectifs, le plan d'action que l'on se donnait pour mettre en place cette charte. On avait un calendrier qu'on devait tenir aussi pour assez rapidement le mettre en œuvre. Ensuite, avec les prestataires, c'était important aussi de pouvoir rapidement leur expliquer la démarche, leur expliquer pourquoi est-ce qu'on était à faire cette charte, et puis rappeler bien entendu conjointement avec la CEPAM les objectifs et les obligations réglementaires. Juste, je m'excuse, madame, j'arrive pas à parler. Oui, je sais. Merci beaucoup. Merci. Donc, sur la charte, on l'a déjà, madame Martin l'a rappelé, mais ça fait partie du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. Donc, ça fait partie du CAQES. C'est une obligation depuis notamment la loi de finances de 2020. On a différents objectifs. Ils ont été rappeler l'amélioration des pratiques, la régulation de l'offre de soins et puis bien sûr l'efficience des dépenses d'assurance maladie. Donc c'est un des indicateurs élaborés par le CAQES qui donc reprécise cette obligation de mise en œuvre d'une charte. Alors l'idée pour nous c'était de relister un certain nombre de points importants, notamment sur les respects fondamentaux. Madame Martin l'a rappelé aussi, mais l'occasion de la mise en œuvre de cette charte était de rappeler aussi auprès des services ce qu'on attendait, notamment au travers de l'intervention de ces prestataires de santé qui sont encore une fois très présents dans les services. Tout d'abord, c'est un droit à l'information claire du patient. Il doit comprendre sa prise en charge, ce qu'il aura besoin à domicile, et donc rappeler aussi la nécessité d'information du patient dès sa prise en charge au sein de l'établissement. Le libre choix du prestataire par le patient, on y reviendra dans les exemples, mais ça, clairement, c'est quelque chose qui est très fortement réappuyé, mais
pas forcément bien appliquées encore, et il faut être, je pense, vraiment humble sur les retours et sur la mise en œuvre. Il y a ce que l'on dit qui est la règle, et il y a comment ça se passe dans les services. Et je pense que c'est la présence régulière, l'information régulière. On vous montrera aussi des modèles de questionnaires qu'on a fait circuler dans les services auprès des cadres de santé pour essayer de comprendre comment fonctionnait le service et comment les prestataires intervenaient dans les services. Et vous allez voir les réponses qui nous sont données. Il y a un principe aussi de quotidien dans les services sur lequel il faut que l'on travaille et que l'on soit conscient de cela aussi pour que notre action, elle porte justement sur ce besoin, cette nécessité de libre choix du prestataire. Le consentement libre et éclairé du patient, l'obligation pour le prestataire du respect de la personne, de sa famille et de son entourage, le respect du secret professionnel par le prestataire. De règles de mise à disposition des matériels et prestations par le prestataire. Donc ça aussi, on y reviendra, et c'est notamment Madame Collard, pharmacienne, qui rappellera notamment toutes les règles qui cadrent aussi l'intervention de ces prestataires. Il ne faut pas l'oublier, ils interviennent en établissement de santé. On a une pharmacie à l'intérieur de notre établissement, et la responsabilité est importante à définir où s'arrête celle de l'établissement et où celle du prestataire sur ses propres matériels quand il intervient dans la structure. Donc, respect des règles de prescription et de dispensation, respect des obligations liées à la pharmacovigilance, matériaux-vigilance, pour justement garantir la sécurité des patients et de leur entourage. Et puis, un point très important également qui est rappelé et qui permet d'être redit lors de la mise en place de cette charte, c'est bien sûr la garantie d'une absence d'exclusivité à un prestataire par l'établissement de santé. Donc pour nous, comment ça s'est concrétisé à partir du moment où on a mis en place cette charte? Les prestataires, et je vais revenir de façon détaillée un petit peu sur ce circuit, mais les prestataires ont un agrément, ce qui les autorise à intervenir dans l'établissement. Et sans cet agrément, ils n'ont plus le droit d'intervenir et d'entrer dans le service de soins. Alors, je vais passer la parole à Madame Collard, puisqu'on a mis pour que ça soit, on va dire, le plus expérience vécue, un petit peu des cas pratiques de situations où on pose, on va dire, des on-dit, et puis, in fine, on s'aperçoit que la règle, elle est très claire, et il faut la rappeler aussi, et profiter de cette charte pour la rappeler. Madame Collard, je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, Oui, Madame. vous m'entendez bien. D'accord. Alors, prestataire et PUI, pharmacie à usage intérieur des établissements de soins, quelques idées fausses. Effectivement, quand on évoque avec le pharmacien de la PUI la notion de fourniture par un circuit parallèle au sien, il a quelques inquiétudes. Ce sont les miennes, ce sont celles de mes collègues. On partage tous les mêmes, tout simplement parce que dans nos missions essentielles, nous avons la fourniture constante, permanente des services de soins en produits de santé, pharmaceutiques, et nous devons avoir la maîtrise de ce circuit, et nous en sommes responsables, et nous sommes responsables de l'usage et du bon usage qui va être fait, donc de la formation des utilisateurs. Donc effectivement, quelques idées fausses en cas de rupture, parce que ces petites lignes-là qui sont posées sur le papier, c'est la vraie vie, hein, ce sont des points qui ont été évoqués par les uns par les autres. En cas de rupture de fourniture de dispositifs médicaux par la PUI, le prestataire peut se substituer. Eh bien non, en aucune sorte. La PUI trouve ses alternatives et poursuit l'approvisionnement. Vous le savez tous, les collègues pharmaciens dans la salle, depuis ces dernières années, nous avons un nouveau métier qui est celui de la gestion de rupture en permanence chez tous les fournisseurs pour tous les produits. Eh bien, nous trouvons des alternatives et au grand jamais, le prestataire va se substituer à la PUI. Deuxième point, le prestataire installe un stock de réserve de ses propres dispositifs médicaux dans le service de soins. Il a été question de prestataires qui venaient faire des inventaires dans le stock du service. Ben non, jamais de la vie, non. Il fournit le strict nécessaire pour 24 heures, on a borné, afin de couvrir le besoin durant la transition. C'est une transition hôpital-domicile du patient et non pas un stock de réserve, donc pas d'inventaire ni de comptage intramuros. Le prestataire délègue à la PUI la gestion de la traçabilité des dispositifs fournis. Alors à Poitiers, nous avons fait un choix qui est un choix qui nous est imposé en réalité. Non, le prestataire assure lui-même cette traçabilité nécessaire à la veille sanitaire parce que pour notre établissement, c'est à peu près 17 000 références de dispositifs médicaux à gérer. Nous assurons la traçabilité, bien évidemment, de l'implantable, c'est la réglementation.
En revanche, pour les dispositifs médicaux qui ne sont pas de l'implantable, eh bien, il n'y a pas de traçabilité pour nos propres références. Il est hors de question que nous assurions, tout simplement parce que c'est un problème de faisabilité. Nous ne sommes pas en possibilité de le faire. Il faudrait une brigade, qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et en même temps, la nécessité n'apparaît pas si évidente parce que quand on a des alertes de retrait de l'eau, eh bien, avec nos référencements et notre logiciel pharma, on sait exactement la référence qui est rentrée, quels sont les utilisateurs qui ont été approvisionnés, on se rapproche d'eux et à ce moment-là, on regarde et on fait les retraits de l'eau pour nos références. Donc, concernant le prestataire, il est censé fournir très peu de produits et il assure lui-même la traçabilité de ses dispositifs. Autre point, le pharmacien de la PUI est responsable des dispositifs fournis par le prestataire aux patients hospitalisés. Alors bien sûr, c'est une question qui a été posée à notre juriste. Non, le pharmacien n'est pas responsable. Hein, dans le cas de figure que je viens d'évoquer, dans cette configuration-là, le pharmacien de la PUI n'est pas responsable. En revanche, l'établissement hospitalier l'est dès lors que le patient est hospitalisé et que ça concerne voilà, un patient hospitalisé. Autre point, le prestataire prend des accords de liste tournante avec les soignants pour la fourniture de dispositifs aux patients. On en revient à la notion de monopole ou de pseudo-monopole partagé. Eh bien non, précisément, la charte qui est évoquée aujourd'hui remet au centre le patient, et c'est le patient qui est seul juge avec sa famille. Bon, il peut prendre des avis, mais c'est le patient qui décide et il n'y a pas de liste tournante, les semaines paires, les semaines impaires, c'est l'autre. Ça ne marche pas. Le prestataire a la main mise sur l'ordonnance du patient. Alors, ça semble évident que non, mais nous avons constaté des situations où le patient n'a jamais vu son ordonnance et ça n'est pas entendable. Donc, en tant que professionnel de santé, nous ne pouvons pas cautionner cette situation-là. Voilà pour quelques idées fausses. Hein, ce n'est pas du tout exhaustif. Il peut y en avoir d'autres, bien évidemment. Mais voilà quelques questions et quelques réponses très précises qui sont données sur ces sujets-là. Je vous redonne la parole, Madame Huchet. Merci Mme Collard. Donc, en effet, les exemples qui vous sont donnés, c'est clairement des exemples qui nous ont été remontés quand on a commencé à travailler sur la charte LPP. On l'a rappelé aux prestataires et l'assurance maladie qui était présente, et j'en parlerai après sur la réunion, était aussi surprise que moi. Au bout de 2 heures d'intervention, certains prestataires nous disaient semaine A, c'est moi, semaine B, c'est mon collègue, on est d'accord, c'est bon. Donc en fait, voilà, on voit que c'est des choses qu'il faut régulièrement rappeler, redire. Et on ne peut pas être derrière tous les prestataires tous les jours quand ils interviennent dans les services. Donc c'est un principe de réalité. Néanmoins, on essaye en tout cas d'organiser en fin de compte cette venue au sein des services. Donc sur les documents demandés aux prestataires, donc quand on a mis en place cette charte, en fait, on a posé un certain nombre d'informations que l'on a demandées aux prestataires pour un petit peu formaliser à la fois la signature de la charte et en même temps les documents qu'ils devraient nous remettre pour pouvoir intervenir dans le service. Je prends l'exemple, Mme Collard me corrigera, mais par exemple sur des prestataires qui font des poches de stomie, enfin qui font le suivi à domicile, ils ont une obligation d'avoir une diététicienne qui doit être dans leurs équipes. C'était l'obligation d'avoir diplôme, information sur la nature des prestataires. On a aussi enlevé des demandes d'intervention. On avait des prestataires, on avait des listes de 20 personnes qui voulaient intervenir dans les services, très larges. On allait du directeur commercial jusqu'à l'intervenant technicien. Donc tout le monde voulait rentrer dans le service. Donc ça, on a dit non et on a supprimé un certain nombre de profils, on va dire, de personnes qui, pour l'intérêt du patient, n'avaient pas du tout à entrer ou en contact avec les équipes ou en contact avec le patient puisque ce n'était pas le métier d'intervention. Donc on a ainsi listé et on a mis en place, alors je suis désolée, je pense que la salle n'est peut-être pas dans le bon ordre, j'aurais préféré, mais c'est pas grave, je reviendrai après pour vous redire, mais en tout cas, on a listé un certain nombre de documents qui étaient attendus pour cadrer en fin de compte l'habilitation qui leur serait donnée. Et puis le point de départ,
c'était aussi d'identifier quels étaient les intervenants dans les services. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on en connaît quelques-uns qui sont assez, on va dire, présents et qui interviennent de façon récurrente dans plusieurs services. Et puis ensuite, on a des prestataires qui sont très spécialisés, qui interviennent dans certains modes de prise en charge et donc on ne connaissait pas forcément. Et donc, comme on le rappelle au début, c'est le libre choix et l'exhaustivité, en tout cas, des intervenants que l'on pouvait identifier. On ne les connaissait pas tous. Et donc, on a lancé un questionnaire auprès des services de soins pour qu'ils nous disent quels sont les prestataires qui interviennent au sein des services pour qu'on n'en oublie aucun et qu'on adresse de façon exhaustive, en tout cas sur tous ceux qu'on pouvait identifier. Donc là, on a vu, je pense, une bonne quarantaine de personnes qui se sont, après notre réunion, notamment rencontre avec la CEPAM, qui sont venues nous demander un dossier pour demander leur habilitation. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais l'idée, c'est qu'il y ait une interaction aussi. Donc, si déjà vous avez des questions à chaque étape, n'hésitez pas. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir vous mettre à disposition ces questionnaires, les documents qu'on a mis en place et avoir aussi vos retours. Enfin, je pense qu'il peut y avoir aussi des bonnes idées. J'imagine que tout ce qu'on a réfléchi a déjà peut-être été soit mis en place ou en cours de mise en place dans vos établissements. Donc, moi, je suis aussi preneuse des bonnes idées des autres structures. Donc, n'hésitez surtout pas. Et je mets à disposition les documents que nous avons travaillés, bien entendu. Madame Collard, je vous repasse la main. D'accord. Alors, cette diapo, quid de la responsabilité de la veille sanitaire à la réponse juridique, en fait, elle reprend les questions que nous avons posées à notre équipe juridique sur des points qui nous souciaient, notamment, j'en parlais tout à l'heure et j'y reviens, la notion de circuit d'approvisionnement parallèle à celui de la PUI. Et la première question, c'est possible ou pas possible? Et que dit le juriste? Alors, sur cette diapo, vous avez en clair, volontairement, je n'ai pas synthétisé la réponse du juriste et avec ses ancrages juridiques qui me semblaient intéressants à communiquer. Donc, sur ce premier point du circuit d'approvisionnement parallèle à celui de la PUI, eh bien oui, le prestataire de santé à domicile peut mettre à disposition sur la base d'une ordonnance. Et là, on reprend la notion d'ordonnance, et quand je parlais tout à l'heure de l'inventaire du stock déposé, ben non, c'est pas compatible. Si on a une ordonnance avec un patient dédié, on n'a pas de stock préalable. On a en tant que prestataire à fournir sur la base d'une ordonnance pour un patient donné, un produit de santé, sans que cette mise à disposition soit réalisée par la PUI. Donc le juriste dit oui, vous pouvez avoir un circuit parallèle, mais attention, c'est pas tout et dans n'importe quelle condition, c'est uniquement ancré sur une ordonnance dédiée à un patient à un temps donné. Et pour cette période de la transition, donc à Poitiers, on a décidé que c'était 24 heures. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons arrêté communément avec l'équipe des pharmaciens de la PUI. Voilà sur ce premier point. Dans ce cas qui assure la veille sanitaire. Alors, initialement, dans la charte, il était écrit que la PUI assurait la veille sanitaire et comme je l'évoquais tout à l'heure dans la diapo précédente, ça nous est totalement impossible de pouvoir l'assurer dans notre configuration actuelle et puis ça n'est pas forcément non plus indispensable. Donc, l'ancrage juridique qui détermine que c'est le prestataire, eh bien, vous avez, même si la distribution du matériel médical ne passe pas par la PUI, les patients bénéficiaires de cette mise à disposition restent des patients de l'établissement. En cas de défectuosité du matériel, le service public hospitalier est responsable. Donc là, on a une responsabilité de l'établissement, mais pas de la PUI. Le prestataire, en tant que distributeur du produit pharmaceutique, doit satisfaire les obligations en matière de matériovigilance et de réactovigilance au sens du règlement donc du Parlement européen, c'est-à-dire que le prestataire reste tout à fait responsable et assure sa veille sanitaire à la fois vis-à-vis d'un matériel défectueux et également, nous y reviendrons et c'est un élément assez essentiel également, sur la formation. Alors, quand c'est intramuros établissement hospitalier, eh bien, du personnel soignant qui, le temps de la mise en route, va utiliser et ensuite, le patient, éventuellement, sa famille doivent être informés. À faire préciser au sein de la charte, ben justement, cette action de formation impérative, le prestataire mettant à
disposition du patient un dispositif devant être utilisé au sein des services de soins, se doit de prévoir des actions de formation à l'utilisation de ces dispositifs auprès des agents ayant à vocation de les utiliser. Donc voilà quelques questions juridiques, il y en a probablement d'autres, mais celles qui nous semblaient absolument indispensables pour commencer à travailler sur ce contexte-là. Et je trouvais quand même assez intéressant que nos juristes nous transmettent des éléments bien précis avec des ancrages juridiques, ce qui nous permet d'avancer plus sereinement et de façon plus solide vis-à-vis des prestataires et de ce que nous autorisons et ce que nous n'autorisons pas. Madame Huchet, je vous redonne la main. Oui, et puis aussi pardon, excusez-moi. C'est bon, merci. Donc oui, sur l'idée du bornage impératif et dans la continuité de ce que vient d'expliquer Madame Collard, c'est vraiment l'idée que la continuité des soins entre l'hospitalisation et le retour à domicile, donc c'est vraiment l'objectif avec un périmètre très restreint, avec une ordonnance qui doit être remise au patient. Sur l'aspect quantitatif, c'est la quantité nécessaire et suffisante pour 24 heures, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et puis, alors, je vais vous laisser la main à Madame Collard sur les aspects qualitatifs et formatifs. Oui, tout à fait. Au final, quand on y regarde d'un petit peu près, les dispositifs qui sont nécessaires au patient au moment de sa sortie et qui ne vont pas forcément être dans les murs, il est noté les pompes volumétriques parentérales et entérales. Vous savez que ces dispositifs fonctionnent avec des consommables captifs, malheureusement. Ça, c'est du fait des fournisseurs, hein. Techniquement, ça pourrait vraiment être différent, mais nous sommes pris en otage hein, par rapport à ça. Et la pompe volumétrique qui va être proposée par le prestataire n'est pas forcément celle qui est en marché et en utilisation dans le service hospitalier. Du coup, le consommable qui en découle ne va pas forcément être celui qui va être fourni. Et forcément, l'équipe hospitalière ne laisse pas sortir ces pompes. Hein. Elles appartiennent à l'hôpital, elles ne partent pas au domicile. Donc, il y a nécessité d'anticiper parce qu'on on va pas provoquer une rupture de prise en charge du patient avec ces matériels. Donc, là, du coup, le prestataire vient, en prévision de la sortie, installer sa pompe avec son consommable. Maintenant, le consommable, le temps de la sortie, voilà, il n'y a pas de nécessité de plus. Les pompes pour insulinothérapie, on est dans la même configuration de spécificité. Les pompes pour TPN, c'est la pression négative des traitements de plaie. Donc, en fonction du type de pompe, eh bien, on a les consommables qui en découlent. Des matériels pour affections respiratoires qui sont aussi assez spécifiques. Donc, on est dans le domaine du captif. Hein. On est dans le domaine du captif. On ne veut pas de rupture de prise en charge. Donc, le prestataire équipe le patient en prévision de sa sortie et pour une continuité, la prise en charge. Et puis, je reviens sur l'aspect formatif, la surveillance et le suivi. Notamment, donc, il y a l'exemple des stomies avec l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage, la nutrition parentérale avec des visites obligatoires. Alors, il y a une réglementation. Parfois, elle est, comment dire, il y a des aspects imposés et des aspects qui doivent être discutés avec l'équipe médicale et puis en fonction du profil du patient. Voilà pour ce bornage, mais effectivement, la notion de bornage quantitatif et qualitatif, pour nous, est absolument essentielle sur la base d'une ordonnance qui appartient au seul patient. On répète toujours un peu la même chose, mais ce sont des éléments on a pu le constater, qui sont tellement bafoués, piétinés, qu'on finit par ne plus savoir qu'ils existent, alors que c'est vraiment la règle de base de la prise en charge du patient. Madame Huchet, je vous redonne la main. Oui, merci. C'est bon.
Alors, si on reprend un petit peu c'est pour ça que je disais que ma slide était peut-être mal positionnée tout à l'heure, mais globalement sur le circuit un petit peu et la mise en œuvre, donc on en a d'abord travaillé bien sûr avec l'assurance maladie pour la mise en place de cette charte. On n'est pas parti de zéro, il y a déjà des établissements qui l'avaient signé, notamment Limoges et Bordeaux, qui étaient déjà des premiers établissements qui avaient mis en place cette charte. Donc on est reparti de cette charte et puis on l'a décrite, on l'a présentée en commission médicale d'établissement. L'idée, c'est qu'on ait clairement une information de nos équipes médicales pour bien comprendre les enjeux, les objectifs, et puis les rappels aussi sur ce que vient notamment de redire Mme Collard. Ensuite, on s'est dit, il faut bien sûr qu'on travaille avec les cadres supérieurs de santé, puisque c'est eux qui sont au quotidien, cadres sup et cadres de santé, qui sont au quotidien en relation avec les prestataires. Et donc c'est là où on vous présentera tout à l'heure un petit peu le retour à la fois d'expérience suite à la mise en place de la charte, mais aussi de ce questionnaire de départ où il faut être clair, pour un certain nombre de cadres, c'était non mais nous on n'en peut plus, ils viennent tout le temps, ils sont comme chez eux. Enfin voilà, je fais un discours vérité, mais c'est un peu ce qui nous remontait aussi des services. Donc on s'est dit, opportunité double à travers la charte, c'est non seulement de répondre et de rappeler à ces obligations, et puis ensuite d'avoir un peu une réalité du terrain sur ces interventions au sein des services. On a donc, on va dire, embarqué avec nous les cadres supérieurs de santé avec cette réalisation d'audit, et ensuite on a mis en place une commission de validation des agréments. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, à partir du moment où le prestataire a fait son dossier, qui valide, qui autorise et qui dit qu'ils peuvent ou non intervenir dans le service et qu'ils remplissent bien toutes les conditions. Donc là, on a réfléchi en fait à avoir une représentation des acteurs. Donc on a la directrice des soins, on a la directrice qualité, puisqu'on parle quand même beaucoup d'informations du patient. Donc la démarche qualité, l'information au patient qui lui est donnée, patient qui comprend son soin et qui est acteur de son soin. Donc c'était essentiel qu'on ait la direction de la qualité. On a le président de la CME qui est présent également sur l'habilitation. Et puis, on a ensuite un chirurgien et un médecin qui sont présents, et bien sûr un pharmacien qui est également représenté. Donc l'idée, c'est qu'on ne fasse pas des commissions toutes les semaines au gré des arrivées des prestataires qui sont informés par les services qu'ils ne peuvent plus rentrer s'ils n'ont pas la charte d'habilitation, et donc ils ont un badge qui les autorise à rentrer dans le service. Et donc cette commission se réunit, elle s'est réunie je crois 4 fois depuis sa mise en œuvre. Et donc on balaye tous les dossiers. On re-questionne aussi leur périmètre d'intervention. Clairement, les chirurgiens re-questionnent aussi, mais pourquoi est-ce qu'ils interviennent? Mais là, je ne comprends pas, ce n'est pas leur cœur de métier, etc. Enfin, on re-questionne bien. Et à partir du moment où toutes les conditions sont remplies, sur la liste de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a une décision, une instruction des demandes et une décision. Et à partir du moment où la commission a validé, on valide la liste des intervenants et les métiers qui peuvent intervenir au sein du service. On a validé dès le départ que cette commission, elle serait aussi une commission qui déciderait des suspensions, voire des retraits d'habilitation en cas de non-respect des engagements, puisque la charte, encore une fois, elle pourra vous être présentée, mais il y a des obligations des deux parties. Elle est co-signée avec l'assurance maladie, donc il y a un enjeu voilà, de respect, et donc l'idée, c'est de se revoir aussi pour des suspensions. J'ai le cas, là, à l'heure actuelle, d'un prestataire pour lequel on va proposer une suspension de son intervention dans un service pour non-respect des engagements de la charte. Donc, je pense que c'est important, ça fait partie aussi du suivi. Si on ne le fait pas, les prestataires vont se dire, bah voilà, on dépose le dossier, on a l'accès, et puis en fait, on remplit toutes les cases, et voilà. Donc là, on va se réunir prochainement et proposer, en tout cas, une suspension avec des mesures à mettre en place pour se dire qu'on respecte bien les règles, et notamment un des principaux points aussi qui remonte clairement des services, c'est l'ordonnance, où clairement le fait que l'ordonnance soit remise au patient, c'est un rappel clair que l'on refait. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, on arrive donc du coup à la validation définitive de la charte. Le prestataire sait qu'il est autorisé. On avait eu en préparatoire aussi une réunion avec l'ensemble des prestataires qui avaient été identifiés au sein de l'établissement. On les avait réunis à partir du moment où on avait arrêté le cadre de la charte avec l'assurance maladie, les pharmaciens de l'assurance maladie, mais aussi les officines de ville.
qui sont aussi partie prenante et qui clairement le rappellent aussi qu'ils peuvent être un prestataire et qu'ils peuvent aussi réaliser la quasi-totalité des prestations qui sont faites à l'heure actuelle par des sociétés. Et donc, ils souhaitaient aussi être présents pour rappeler qu'eux aussi, ils sont acteurs dans cette réalisation des prestations à domicile. Donc on les a tous réunis, on leur a présenté la charte, on les a présenté les objectifs. Et c'est là où, ce qu'on disait tout à l'heure, on reste totalement clair sur ce qu'on veut mettre en place et la répercussion qu'on peut attendre et avoir après. Au bout de 2 heures, exemple que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui a dit moi je serai semaine A et vous semaine B. Donc là, on s'est tous dit non. Mais voilà, c'est un peu quand même ce qui remontait. Donc la charte a été signée, mise en place. On a, je vous dis maintenant, je dirais une bonne trentaine de prestataires un peu plus de 30 prestataires qui sont identifiés. Et donc on l'a mis en œuvre au sein de l'établissement. Donc je vais laisser la parole à Valérie Neveu qui travaille avec moi plus largement sur le parcours patient. Elle va se présenter. Mais in fine, on s'est rendu compte que la charte LPP était un élément pour nous important pour avancer sur d'autres sujets, sur le parcours patient et sur la préparation de la sortie, et notamment sur l'ordonnance de sortie, où là on se recoupe sur à qui on donne l'ordonnance, le choix du prestataire par le patient et la préparation de la sortie. En tout cas là je reprends ma casquette plutôt on va dire activité, durée de séjour au sein des établissements, et clairement on le sait et on le dit beaucoup, la préparation à la sortie permet aussi de faciliter la prise en charge et le parcours. Et donc voilà, en fait on a fait vraiment lien. En tout cas si l'objectif était de vous convaincre par rapport à cette charte, elle recoupe avec d'autres actions qui sont menées au sein de l'établissement et elle ne fait que les renforcer. Donc vraiment, nous, on n'y a vu que du plus sur la mise en place de cette charte au sein de l'établissement. Bonjour, donc je suis Valérie Neveu, cadre supérieur de santé, et donc je suis responsable donc, du département performance des parcours patients. Et donc, en effet, on m'a demandé de participer avec vous aujourd'hui, et notamment sur cette charte LPP, et dans un premier temps, de faire un constat sur vraiment la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe dans les services de soins par rapport à ces prestataires. Et donc, du coup, j'ai interviewé pas mal de cadres et cadres supérieurs de santé, et notamment via un groupe de travail qui s'appelle Organisation de la sortie patient, et vous verrez tout à l'heure les actions qu'on mène. En tout cas, nous, ce qu'on a voulu comprendre, c'est pourquoi, en fait, on a affaire à ces prestataires et qu'est-ce qui fait que, pour eux, pour les cadres des services de soins, c'est un point fort et qu'on ne peut pas, en tous les cas, c'est ce qu'on nous dit, se passer de ces prestataires. D'abord, la chose la plus importante pour les cadres de santé, c'est la réactivité. On les appelle, le jour même, le lendemain, ils sont présents dans le service. Donc clairement, c'est un gain de temps, c'est une réactivité que on ne peut pas et qu'on ne fait que constater. Donc c'est un gain de temps, ça va plus vite dans l'organisation de la sortie. Et vous savez qu'aujourd'hui, à l'hôpital, on est contraint. On travaille énormément sur la sortie des patients. Et évidemment, quand on peut anticiper cette sortie de patient, c'est bien. Mais quand elle arrive comme ça au dernier moment et que le prestataire est en capacité de réagir immédiatement, évidemment, c'est un point très fort pour l'encadrement. Clairement aussi des compétences vis-à-vis de certaines pathologies. On vous l'a dit tout à l'heure, les stomies, le Parkinson, l'oxygène. Voilà, ils sont performants sur des points très précis. Et du coup, il y a une reconnaissance mutuelle du besoin et de la compétence. Et donc, du coup, ça facilite le travail entre eux. Un point important aussi, c'est le réajustement de la prestation si on peut éviter, et ça nous arrive régulièrement, des réhospitalisations. C'est-à-dire que comme on a un passage régulier à domicile, il y a ce suivi qui permet à un moment donné aux prestataires d'interpeller l'hôpital, d'appeler les médecins et de dire voilà ce que vous avez mis en place, voilà ce qui se passe au domicile, et du coup on remodifie un petit peu les prescriptions, on évite une réhospitalisation. Donc là encore une fois, les médecins sont ma foi plutôt intéressés. Et puis alors un point fort, et du coup moi en étant responsable des parcours patients, je suis aussi en charge, en supervision du service social des hospitalisés, et j'ai découvert récemment que les prestataires ont bien compris que pour l'hôpital, la sortie c'est un élément important. Et par exemple, on a un prestataire, nous dans la région de Poitiers,
qui s'est doté d'une assistante sociale. Clairement, ça veut dire que ça donne un vrai package au moment de la sortie. Donc, vous savez, il y a des diététiciennes, des kinés, une assistante sociale. Enfin, voilà, ça fait vraiment une prise en charge globale. Et évidemment, ça plaît à l'encadrement et aux médecins des services hospitaliers. Donc, voilà les gros points forts des prestataires. J'ai voulu aussi un petit peu comprendre comment ça se passait. Donc, clairement, ce qu'on voit bien, c'est que les cadres me disent... OK, on fait appel à ces prestataires et on est satisfait des prestataires. Par contre, on discute toujours avec le patient. Donc vraiment, dans les groupes de travail avec lesquels je travaille, j'ai des cadres qui me disent on s'installe, on va dans la chambre du patient, on lui explique comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer à la sortie et ce qui va se passer au domicile. On l'a vu, il y a une liste, clairement. Aujourd'hui, on voit que dans la plupart des services, je n'ai vu aucun service avec un prestataire unique. On a une liste, on suit la liste, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, et hop là, on repart et on remonte au début et on fait la liste. Ça, c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ce qu'on nous dit, c'est que le patient, évidemment, qui a déjà un prestataire, quand il est suivi pour une autre pathologie, eh bien là, on va forcément respecter son choix de continuité avec le prestataire qu'il connaît. Mais quelqu'un qui arrive, qui est primo-hospitalisé et qui ne connaît pas toute la prise en charge qu'il va avoir à domicile, eh bien, il reçoit des informations et il dit bah oui, mettez-moi celui que vous pensez être le mieux adapté pour moi. Et du coup, il suit un peu les recommandations de l'hôpital. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les officines de ville, par contre, sont très sollicitées dans tout ce qui est sortie simple. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas besoin d'une grosse prise en charge à domicile, on favorise l'officine de ville parce que ça, ils savent très bien faire et ils connaissent leurs patients, ils les ont déjà suivis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait régulièrement. Et du coup, on est arrivé sur ce constat en disant, mais nous, quelles sont les prochaines étapes pour que justement on puisse encore mieux travailler avec les officines de ville et laisser le libre choix et le libre arbitre aux patients. Ce qu'on me fait remonter, c'est que les prestataires ont cette expertise et donc arrivent avec du matériel qui est connu et les officines de ville n'ont pas toujours dans leur stock ou dans leur référence les mêmes produits. Donc ça, petite difficulté pour l'encadrement. Pas de déplacement ou rarement de déplacement à domicile pour un suivi de l'utilisation du matériel. Et que du coup, comme le prestataire arrive avec cette prise en charge globale, évidemment, la prestation est plus alléchante pour les services de soins plutôt que de passer par l'officine de ville. En complément, on a volontairement laissé ce tableau et ces retours puisque c'est une enquête, un audit qu'on a refait auprès des services à plus de 6 mois de mise en place de la charte. Donc pour vous montrer que c'est pas juste mettre en place la charte et que derrière on se dit c'est bon, ça va fonctionner. En fait, on voit que les acteurs, il faut aussi qu'on retourne sur le terrain pour les convaincre que ça va continuer à fonctionner, même si, on devrait même pas dire même si le libre choix doit être respecté. Et donc on voit bien qu'il y a ce qu'on dit, ce qu'on écrit, et il y a ce que vivent les services et cette continuité qu'ils cherchent à avoir sur les prises en charge. Et donc, on a même eu, dans le cadre des audits qu'on avait fait en interne, donc la première enquête des prestataires, des officines de ville même qui nous disaient, mais on a des patients qui croient que c'est le CHU qui le livre à domicile. Parce qu'en fait, ils sont tellement imbriqués dans l'organisation du service que le patient, pour lui, ça devient totalement un peu transparent. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'arrêter, de stopper, pour se dire à un moment donné, réexpliquer aux patients. Ce qu'on nous a aussi souvent évoqué quand on commence à rentrer dans, et Madame Neveu va le rappeler après dans les prochaines étapes, c'est l'idée, mais oui, mais alors du coup, nos services, on a 3 ou 4 prestataires qui interviennent. Moi, je ne sais pas s'il n'y en a pas un 5e, un 6e qui pourrait faire. Est-ce que nous, on est garant? Est-ce qu'on doit être garant de se dire qu'on doit donner tout le panel de tous ceux qui pourraient intervenir? Donc là aussi, on a dit non. Nous, on répond à ceux pour lesquels on donne l'information et le nom des prestataires, quand le patient nous pose la question, de ceux qui ont signé la charte. Ceux qui n'ont pas signé la charte et qui ne respectent pas les engagements qui sont prévus à la charte, et notamment ceux qui sont posés par l'assurance maladie, ne sont pas listés par nos services.
Donc c'est un petit peu, mais on a volontairement voulu réappuyer pour dire, voilà, on n'est pas non plus, se dire que tout fonctionne super bien parce qu'on a mis en place la charte. On vous a volontairement laissé ces retours parce que c'est la vraie vie et c'est ce que les services nous disent. Donc voilà. Donc fort de ce constat, donc on a vraiment des étapes qui nous amènent à se dire qu'il faut qu'on refasse encore des points réguliers. Donc je le rappellerai, c'est pas parce qu'elle est présente la CPAM, mais vraiment c'est un travail conjoint très fort. Enfin, on a des interlocuteurs auprès de la CPAM qui sont très présents, qui nous accompagnent, qui sont au rendez-vous avec nous dans les services. Enfin, moi, j'ai fait notamment sur toute autre chose, le transport à l'hôpital et la sortie, la demande de transport, etc. Clairement, la CPAM est avec nous, à nos côtés, va voir les médecins, réexplique la prescription médicale de transport, que c'est bien une prescription médicale, que c'est pas un droit, etc., etc. Donc vraiment, c'est essentiel. Avec des rencontres médecins, pharmaciens. Dans ce cas-là, on va essayer de les mettre en place prochainement pour rappeler un petit peu ces obligations et refaire passer les messages et connaître au plus proche du terrain ces difficultés et cette organisation. On a, et Madame Neveu y reviendra, donc un groupe de travail dédié à la préparation de la sortie qui est essentiel et qui contribue aussi à bien cadrer ce qui pourrait être mis dans l'ordonnance de sortie. Une communication à refaire auprès des services. Enfin, on le voit bien, 6 mois après, on a encore des remarques comme ça. Et je pourrais vous donner aussi l'audit qu'on a refait circuler. Les réponses sur certains côtés nous ont dit, mais non, en fait, les gens n'ont pas compris ce qu'on attendait au travers de la charte. Donc, on voit bien que c'est refaire, repasser les messages et revenir sur les supports de communication, y compris auprès des patients. On n'en avait pas mis encore en place. On partait du principe que l'information 4 sup service permettrait d'expliquer aux patients. On s'aperçoit maintenant qu'il faut qu'on ait, et l'assurance maladie travaille avec nous sur le sujet, pour mettre en place ou des flyers, etc. Maintenant, il y a un principe de réalité. Le patient, on lui donne plein d'informations. Il a son séjour, la sortie, les aides qu'il peut avoir, etc., etc. Donc l'idée, c'est qu'on soit le plus opérationnel possible parce que quand vous êtes patient, la seule chose que vous avez envie, c'est que tout se passe bien et que quand vous sortez, que tout soit prêt pour votre... Et on peut le comprendre en termes de prise en charge. Néanmoins, voilà, il faut qu'il y ait des informations et donc de façon plus opérationnelle possible, on va essayer de le mettre en place. Je vous en ai parlé sur la suspension. Clairement, c'est un des enjeux pour montrer aussi qu'on suit cette charte et qu'on suit ce que les prestataires font au sein de nos établissements. Et puis, des évaluations régulières. On s'est dit qu'on en referait une à 6 mois. C'est très rapide, c'est des questionnaires très rapides. En quelques jours, on avait déjà une trentaine de retours, donc c'est assez rapide à mettre en place. Et là aussi, je peux les transmettre sans problème. Alors, je vais continuer justement sur l'expérience autour des parcours patients, puisque on est vraiment axé aujourd'hui sur organiser la sortie du patient. Donc justement, l'enjeu de ce groupe de travail, donc c'est un groupe de travail institutionnel qui réunit, alors le CHU de Poitiers, on est 5 sites, il y a Poitiers, Montmorion, Châtellerault, Lusignan et Loudun. Et vraiment, on a voulu que ça soit un travail institutionnel puisqu'on a 4 de ces sites qui sont réunis autour de la table pour travailler sur cette dynamique de l'organisation de la sortie. Donc, les 2 enjeux importants, c'était vraiment d'identifier le parcours pour se dire qui sont les acteurs du parcours et de la sortie du patient et évidemment optimiser ce parcours et puis permettre aux patients justement de devenir acteurs et de le prendre en compte dans ses demandes. Donc là, on était au départ sur la réalisation d'un état des lieux, de se dire
comment ça se passe vraiment aujourd'hui. Faisons une photographie à un instant T de comment on organise la sortie. Et puis ensuite, on a retrouvé une ancienne procédure institutionnelle qui datait de plus de 10 ans. Et on s'est dit, c'est l'occasion de la remettre à jour. Et puis vous verrez après, avec le temps, qu'en fait, on fait le choix de travailler sur la procédure. Et puis d'un seul coup, on ouvre un autre dossier. Et ça fait plus d'1 an qu'en fait, tous les mois, avec ces cadres, on se réunit. On est vraiment sur une très bonne dynamique. Et justement, on commence à toucher à plein de domaines différents du parcours et en lien avec la CEPAM. Alors, donc on était vraiment sur l'objectif donc de la sortie du patient. Et ce qu'on voit, et ce qui nous manque à l'hôpital le plus souvent, c'est d'avoir une date de sortie. C'est-à-dire que vous le savez, le patient, et en plus les patients nous le disent, je sais quand je rentre, mais j'ai du mal à savoir quand est-ce que je vais sortir. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et en fait, nous, on a envie d'avoir justement, quand je dis nous, c'est l'encadrement, puisque c'est souvent nous qui sommes quand même à la base de l'organisation de la sortie. Donc on a besoin d'avoir une date prévisionnelle au plus tôt. Et nous, on le dit même, c'est le jour où je rentre, normalement, je devrais déjà avoir une date prévisionnelle de sortie qui va pouvoir s'affiner avec le temps, évidemment. Mais normalement, on a une petite idée quand même en fonction de la pathologie de combien de temps le patient va rester à l'hôpital. Clairement aussi, c'est un besoin d'anticiper les papiers de sortie parce que justement, si on veut pouvoir discuter avec le patient, lui demander son avis, il faut pas que ça soit le matin à 10h en lui disant « dans 1 heure, vous sortez ». Il faut qu'on puisse anticiper et c'est facile normalement d'anticiper quand on est bien organisé dans un service de soins, de pouvoir se dire bon voilà, j'ai prévu qu'il sorte dans 3 jours, comment on s'organise et d'aller voir le patient et de lui dire vous avez besoin de quoi en plus de ce que moi j'ai besoin de vous prescrire d'office. Et donc, c'est la préparation au retour à domicile, c'est améliorer la sécurisation des ordonnances de sortie parce que là aussi, en fait, quand on fait des retours d'expérience, on se rend compte qu'il y a 1 fois sur 2, le patient, il arrive à la pharmacie et quand on lui dit, alors expliquez-nous, vous sortez avec quoi en fait, il n'a pas compris. Ça a été tellement vite qu'en fait, on lui a donné son ordonnance et il n'a pas forcément compris ce qu'il va avoir à la maison, ce qu'il doit récupérer à la maison ou pas. Donc là, encore une fois, on se dit qu'il faut qu'on s'améliore et ça passe par la communication. Clairement, il faut qu'on anticipe et qu'on prenne le temps parce qu'on le sait bien aussi, quand on est à l'hôpital, on n'est pas au mieux de sa forme et on ne comprend pas toujours tout de suite au premier jet ce qui va se passer une fois qu'on sera à domicile. Donc là, c'est vraiment travailler sur ces ordonnances et puis on est à l'ère du développement durable. Et là aussi, quand on a fait quelques constats sur notre déficit un peu en prescription d'ordonnances de sortie, où on voit que quand on se renseigne, et vous verrez tout à l'heure, on a travaillé avec des infirmiers libéraux qui nous disent... on a une pharmacie, on a une parfaite pharmacie au domicile du patient qui se retrouve avec du matériel à des quantités incroyables, alors que le pansement, il a duré 3 jours et puis en fait, il est sorti et il y en avait pour des semaines de traitement. Donc là, encore une fois, travailler là-dessus. C'est aussi la mise en place à Poitiers d'une infirmière plateforme trajectoire. Donc là, c'est une nouveauté, c'est tout frais sur Poitiers. C'est parce que justement, on se dit qu'on a besoin de travailler la sortie et que pour sécuriser, les cadres n'ont pas que ça à faire dans les services. C'est compliqué pour elles. Et donc, du coup, on a mis en place cette infirmière qui va donc superviser un peu les sorties, notamment celles faites par la plateforme que vous connaissez peut-être, Trajectoire, où on fait des demandes notamment de SMR, d'EHPAD en sortie d'hôpital. Et du coup, on a souvent besoin de comprendre les difficultés, pourquoi on n'a pas de réponse ou alors pourquoi on a des réponses négatives par rapport à des demandes. Et donc, du coup, on a besoin de ce lien avec une infirmière qui vient d'arriver. Et puis, travaille aussi avec la prescription médicale de transport, en accord avec la CEPAM, puisqu'on a fait cette semaine, la semaine dernière, un groupe de travail justement avec ces cadres, avec la présence de quelqu'un de la CEPAM, où on a retravaillé justement sur comment on organise le transport. Alors, pour vous donner juste rapidement ce qu'on a pu mettre en place, donc, on a créé un flyer. Donc là, c'est à destination du patient. Un flyer qu'on va remettre avant même son hospitalisation, c'est-à-dire le patient, il arrive en consultation,
Il rencontre un médecin et le médecin lui dit vous allez être hospitalisé. Et donc là, c'est vraiment se dire je vais déjà préparer mon retour à domicile avant même d'être hospitalisé, avec quelques points clés sur qu'est-ce qui est important d'anticiper. Et puis on a voulu mettre, parce que c'est important, parce que vous savez tous que l'aval des urgences, enfin, des hospitalisations, pardon, c'est compliqué, et que des places d'SMR, on n'en a pas tous les jours, et que parfois le patient nous dit oui, mais moi je veux aller en soins de suite. Et oui, mais les soins de suite, c'est pas systématique. C'est une prescription médicale, et puis un médecin peut très bien estimer qu'un retour à domicile convienne parfaitement bien sur une récupération d'hospitalisation. Donc les cadres étaient très friands d'avoir cette petite phrase un peu choc pour le patient. Et puis donc, on a repris quelques items pour dire au patient, voilà, il faut absolument pouvoir anticiper votre retour. Et puis, voyez, par exemple, ça, c'est la dernière petite touche qu'on a posée à ce flyer la semaine dernière sur la prescription médicale de transport, où on a rappelé que le transport partagé, c'est la règle maintenant, c'est-à-dire que je ne serai plus tout seul dans le VSL ou le taxi qui va pouvoir me raccompagner à la maison. On va maintenant organiser des transports partagés, et il y aura 2 ou 3 patients dans le même véhicule. Et puis aussi qu'on peut se faire rembourser les voitures personnelles. Là, encore une fois, c'est trop méconnu encore. Les cadres ont vraiment pris conscience de ça, et elles nous disent, oui, il faut maintenant que ça rentre un peu dans les mœurs des patients. Donc voilà l'exemple d'un flyer qui a été créé. Et puis, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, des ordonnances standardisées, où là, donc on a aussi créé un sous-groupe où on avait donc des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens, et on avait des infirmières, des IDEC, des référentes plaies cicatrisation, des cadres de santé, et puis on a appelé des représentants des collectifs des infirmiers libéraux. Donc on avait 3 infirmiers libéraux qui étaient avec nous pour travailler là-dessus, pour se dire, voilà, il faut absolument qu'on arrête de faire ces ordonnances qui sont en fait écrites manuellement par des gens, soit par des internes qui arrivent juste dans la spécialité, qui ne savent pas et qui écrivent des choses, ma foi, ils essaient de faire au mieux, mais ils tombent la plupart du temps un peu à côté. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve avec des idèles qui nous disent c'est pas possible, quand j'arrive, j'ai 50 paquets de compresses, j'ai 20 seringues, alors que moi, j'en ai besoin d'une par semaine. Enfin, bon, voilà, vous voyez ce genre d'exemple. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait retravailler. Là, aujourd'hui, on a commencé avec 2 services qui ont accepté d'être pilotes, la gériatrie et la chirurgie viscérale. Mais on est parti au départ sur l'item du pansement simple, pour vraiment sécuriser et se dire déjà quand on sera bon sur le pansement simple, on s'attaquera après au pansement un peu plus complexe. Mais en tous les cas, de se dire qu'on allait travailler sur déjà avoir des ordonnances conformes, parce que souvent, alors c'est écrit en toutes lettres, alors que, ça peut être écrit en chiffres, alors que ça devrait être écrit en toutes lettres. On n'a pas la durée de la prescription. Il manque toujours quelque chose. C'est très fréquent que la pharmacie de ville soit obligée de rappeler le CHU en disant « Est-ce que vous pouvez me corriger l'ordonnance qui n'est pas conforme ?» Donc du coup, on voulait travailler là-dessus. Un gain de temps pour le prescripteur aussi, puisque vous voyez, on a essayé de simplifier les choses. Moins de gaspillage, on est vraiment là à l'heure du développement durable. Et puis, les IDEL nous ont bien dit aussi, c'est-à-dire que quand vous faites des erreurs, vous, à l'hôpital, moi, je me retrouve avec des indus payés lors des contrôles. C'est-à-dire qu'ils ont fait des pansements, mais ça ne correspondait pas, et du coup, ils ont des indus à rembourser. Et puis là aussi, dire aux médecins de l'hôpital et aux cadres et aux IDEC de dire « mais vous savez, les IDEL ont la possibilité de corriger ensuite ». C'est-à-dire que nous, on fait une prescription de base vraiment sur un pansement simple, encore une fois, et l'expertise de l'IDEL va pouvoir modifier cette prescription dans les jours qui suivent, parce que justement, c'est peut-être pas le bon pansement, ça n'évolue pas comme on voudrait. Donc du coup, c'était vraiment laisser aussi cette capacité de s'adapter aux IDEL. Et donc, voilà, on a créé une première ordonnance là qui est actuellement en test. Mes retours là qui reviennent aujourd'hui sont plutôt très satisfaisants, où du coup, on a sécurisé et surtout de guider le médecin
médecin dans ce qu'il doit prescrire et pour le minimum, pour qu'après l'IDEL puisse s'adapter et corriger ce qu'on peut améliorer. Voilà. Sur ce point-là, en complément, pour nous aussi, du fait de l'avoir informatisé, ça veut dire qu'on n'a pas d'ordonnance type prestataire qui arrive et qui lui a déjà toute sa liste de ce qu'il veut bien mettre dans l'ordonnance type. Et donc on a une ordonnance qui nous est informatisée, c'est le médecin qui se connaît, qui fait l'ordonnance et qui l'imprime. Donc on a nous totalement la main sur ce qu'on met dans les ordonnances. Et à ce sujet-là, on va retravailler avec du coup la caisse primaire d'assurance maladie qui sur certaines prises en charge a déjà aussi des ordonnances type de sortie sur lesquelles il préconise telle et telle prescription et qui du coup referme. Enfin, il faut être clair aussi, referme la liste et le champ de ce que les prestataires, eux, pourraient ajouter. Donc, comme ça, on est au clair sur une liste bien définie, travailler avec la CEPAM sur des pathologies types qui, du coup, permettent, nous, d'avoir déjà informatisé l'ordonnance, d'éviter qu'on ait 50 formats différents de types d'ordonnances qui confèrent ce que disait Mme Neveu, on nous appelle, ça ne va pas, il manque telle information, etc. Et on a une seniorisation, du coup, de l'ordonnance aussi qui est importante. Donc voilà sur ce partage d'expérience, j'espère qu'on a été clair. En tout cas, on est disponible pour vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense on a peut-être quelques minutes. Bonjour, Nathalie Mondoulier, je suis pharmacien conseil. Je vois bien l'ordonnance type qui a été créée. Je ne comprends pas très bien le support que vous avez utilisé. Tous les patients ne sont pas en ALD. Pourquoi vous avez utilisé un ordonnance Ibizone? Alors non, là c'est juste parce que je ne pouvais pas vous faire plusieurs... donc là, je vous ai montré... Pardon. On a fait une photographie d'une ordonnance, hein, mais on a avec ALD et on a sans ALD, hein, puisque tous les patients n'ont pas une ALD, hein, évidemment. Je trouvais bizarre le support, oui, je ne comprenais pas très bien. Oui, oui d'accord, ok, merci. On ne pouvait pas décliner toutes les ordonnances. Oui, bonjour. Ingrid de Dieu-Benoît, donc sur la coordination régionale assurance maladie. La question que je me posais par rapport à la sensibilisation justement de vos équipes soignantes, c'est de leur expliquer peut-être aussi les abus et les fraudes qu'il peut y avoir en termes de prestataires. Il y a un point, alors je vais repartir de la partie où vous avez interrogé les services. Je me dis que parfois, peut-être les équipes confondent prestataires et parfois ce qui relève de l'HAD. Je reprends simplement par rapport aux services complémentaires qui étaient mis en place. Quand on est sur une prise en charge médicalisée pluridisciplinaire, je ne suis pas sûre que ce soit le prestataire qui soit compétent. Et effectivement, dans ce qu'a fait remonter vos services, c'est le prestataire fait tout. Fait tout, qu'est-ce qu'on met dans le tout? Parce que effectivement, on a toute cette notion de prescription et d'abus, hein, comme ça a été expliqué, hein, de patients qui se retrouvent avec des volumes à leur domicile considérables. Ils ont pas forcément des espaces très grands et ils se retrouvent envahis. Voilà, il y a plein de choses, je pense, qui peut permettre de sensibiliser un peu peut-être les soignants en s'appuyant sur des faits concrets d'abus, voire de fraude. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Alors pour répondre à l'HAD, évidemment que on a une HAD, nous en plus, hein, au CHU. Donc dès qu'un patient correspond aux critères d'HAD, on favorise la prise en charge en HAD, notamment la nôtre, hein, évidemment, celle du CHU. Donc là, c'est vraiment un axe prioritaire et ça sera aussi un des prochains travaux du groupe, du groupe cadre. Et c'est vrai qu'on s'attache avec Madame Huchet à expliquer au cadre justement, hein, ce genre de... Et puis on a des courriers des patients aussi et des familles qui nous reviennent. Et par exemple, pour donner un exemple qu'on a donné encore récemment, et ça parle parce que évidemment, quand on a une famille d'un patient suivi en soins palliatifs, sorti avec du matériel comme vous disiez, et puis le patient qui décède 3 semaines après, et la famille qui nous rappelle en nous disant, écoutez, est-ce que vous pouvez reprendre le matériel, les compresses, voilà.
et que nous, on ne peut pas reprendre ce qui a été posé à domicile. Et là, on voit bien l'incompréhension. Et quand on en parle de ça directement au cadre, là, tout le monde nous répond, mais évidemment, oui, évidemment. Mais sauf que l'ordonnance, si elle est faite pour 3 mois, il y a 3 mois de livraison. Et le patient, au bout de 3 semaines, il n'est plus là. Donc, et les familles sont vraiment d'ailleurs, à juste titre, choquées d'avoir à mettre à la poubelle ce genre de choses. Parce que c'est beaucoup de matériel. Oui, enfin, on partage complètement. C'est ce qu'on essaye de rappeler systématiquement. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi de présenter ces retours qu'on vous a mis volontairement, parce que c'est la vraie vie et que au quotidien, c'est un travail de proximité pour repasser les messages. On a exactement le même travail sur les prescriptions médicales de transport. Le même message, c'est pas automatique, c'est pas systématique. Voilà, donc c'est important et c'est important aussi qu'on ait la caisse primaire avec nous, puisque notamment sur des messages auprès des médecins, clairement, moi, l'axe que je prends le plus, c'est de me dire, en tout cas pour les soignants et les médecins, enfin l'équipe médico-soignante, c'est de se dire que pour eux, dans leur quotidien, on leur met un outil qui sera fonctionnel. C'est-à-dire qu'un praticien, quand vous lui présentez une ordonnance comme ça, enfin avec pas de problème, c'est opérationnel. Donc l'idée, c'est d'homogénéiser et de favoriser ce côté dématérialisé qui va faire qu'à un moment donné, ça sera transparent un peu pour eux et on aura réussi quelque part, en plus des messages qu'on fait passer, à faire rentrer dans le fonctionnement cet aspect-là et de se dire que ça va limiter. Mais communiquer auprès du patient, c'est aussi important et on va communiquer bien sûr auprès des équipes, ça on le fait déjà, mais on pense aussi qu'il faut que le patient, puisque bien souvent, comme disait Madame Neveu, c'est eux qui nous font aussi des retours sur ces familles ou même patients qui parfois ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas pu aller voir leur officine de ville, etc. Donc il y a ça aussi qu'il faut qu'on porte, mais encore une fois, à l'hôpital, on communique plein de choses aux patients et il faut qu'on trouve le bon axe et c'est pour ça que vraiment le travail du quotidien avec les soignants et les cadres, c'est pour nous la démarche qu'on a prise, en tout cas. Juste une précision, dans les groupes de travail et les prescriptions types que vous avez faites, vous avez mis les pansements, vous avez fait la même chose sur tout ce qui est perfusion ou oxygène. Vous avez travaillé aussi sur ces outils-là ? Alors ça, c'est les prochaines étapes, parce qu'au départ, on a pris beaucoup de temps à travailler sur la procédure, organisation de la sortie. Et maintenant, on va s'arrêter sur des points bien précis. Donc là, on a commencé les pansements, on a commencé en même temps les transports. Et puis après, on va développer le groupe de travail sur différentes thématiques. C'est-à-dire que sur la notion, en fait, on ne travaillait pas ensemble avant avec Mme Neveu. Donc, nos projets nous ont amenés à nous retrouver et maintenant, nous travaillons dans la même direction, donc tout va bien. Même direction fonctionnelle, je parle. On est déjà dans les mêmes directions en termes d'objectifs, mais clairement, l'idée, c'est qu'au départ, nous, on avait une problématique de sortie de nos patients sur notre durée de séjour. Donc, on est arrivé, un des premiers problèmes de sortie à l'hôpital, c'est que le patient ait son ordonnance de sortie pour qu'il puisse sortir. Donc, en gros, on court derrière le médecin pour qu'il signe l'ordonnance de sortie et que tout soit prêt. Et à Poitiers, on a un salon de sortie qui, normalement, nous, on voulait le dynamiser pour dire les transporteurs, clac, ils viennent chercher le patient au salon de sortie, ce qui facilite la prise en charge partagée, etc., etc. Et de fil en aiguille, on en est revenu à se recouper avec la charte LPP, les prescriptions de sortie et dire, dans ce cas-là, on fait tout en un et on revoit l'ordonnance standardisée et en même temps, comme ça permet de reposer avec la CEPAM c'est quoi la bonne prescription de sortie et on reprend la main par rapport à des actions portées par des prestataires au sein des services. Donc voilà, tout s'est recoupé en fait. Oui, bonjour, Karine Lefebvre, pharmacien conseil. J'avais une question sur les relations avec les prestataires. On parle du libre choix du patient. Comment ça se passe quand un patient spontanément demande à travailler avec un prestataire qui n'a pas l'agrément et ou pour les prestataires qui font l'objet d'une suspension et qui seraient peut-être en situation de prendre en charge des patients au moment de la suspension, comment ça se passe à ce moment-là? Il y a une continuité? Vous impulsez une bascule sur un autre prestataire? Alors non, sur le principe, le patient, il a son prestataire.
il regarde son prestataire, qu'il ait ou non l'habilitation. Nous, ce que l'on dit, c'est que si le patient nous pose la question, il dit bah, « moi, je ne connais personne, je ne sais pas vers qui », là, on peut lui dire bah, « voilà, vous avez votre officine de ville, vous avez tel et tel prestataire qui ont une habilitation à intervenir au sein du CHU et qui pourront vous accompagner », mais on a posé là aussi la question à nos juristes et aussi à l'assurance maladie en se disant mais nous on n'est pas là pour, au contraire, nous c'est la neutralité, je n'ai pas à promouvoir, on l'a rappelé au début, un tel prestataire ou un autre. Et donc on voulait aussi vis-à-vis de nos soignants et de nos équipes que ce soit très clair vis-à-vis d'eux, que quand ils donnent une liste avec des noms de prestataires, qu'on ne leur oppose pas après qu'il manquait le prestataire Y qui n'est pas nommé dans la liste. Donc on nous a clairement dit non, à partir du moment où la charte est signée, vous êtes autorisé à pouvoir dire que ce sont des prestataires avec lesquels le CHU travaille, non, mais en tout cas a habilité et autorisé à intervenir. Dans le cas de la suspension, ça ne concerne pas le patient. Le patient, lui, s'il a son prestataire, qu'il soit autorisé ou non, suspendu ou non, il a son libre choix. Nous, ce que l'on est garant, c'est de se dire, ils n'interviennent plus dans le service, à rentrer et à aller voir éventuellement les cadres, essayer de pouvoir s'installer, entre guillemets, ou du moins se faire connaître auprès d'équipes s'il n'a pas signé la charte. Nous, c'est vraiment dans notre relation CHU-prestataire, où là, on pose une suspension. Et clairement, enfin, les cadres nous ont fait aussi dans les retours, puisqu'on a fait un affichage, où on a dit clairement aux prestataires qu'ils n'auraient plus le droit de rentrer. Et ça a été beaucoup utilisé par les cadres, qui ont dit vous avez fait là, la charte, etc. Ah bon, non, je ne connais pas, vous ne pouvez plus rentrer. Donc ça a permis un peu de remettre, voilà, pour les soignants aussi, qui clairement sont très souvent sollicités par ces prestataires, sur des services viscéral, pneumo, cardio, etc. Enfin bref, vous connaissez mieux que moi, ils sont tout le temps là. On n'a plus de questions, je pense. Merci encore au CHU de Poitiers d'être venus partager leur expérience aujourd'hui et à l'assurance maladie et d'avoir fait cette présentation commune.